Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le Québec a tout intérêt à entendre cet appel. La rencontre, la traverse, Bocoté. Ça a été tellement blessant, là. On va traverser cette crise-là, mais on doit y voir l'occasion de se réformer véritablement. Oui, mais il faut que le fruit soit mûr pour bouger dans une société. Le choc a eu lieu. Mon cher Mathieu, toi qui cherches toujours des signes du déclin de la civilisation occidentale, j'en ai un très bon pour toi. Alors, Oui. le NPD et le Bloc québécois demandent que le débat télévisé en français, prévu mercredi soir, débat qui porte sur l'avenir du pays alors qu'on est en pleine guerre économique, eh bien que ce débat-là soit reporté en raison d'un match de hockey. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, probablement qu'il y a quelques années, j'aurais eu une réaction de puriste en disant « Mais c'est quand même pas vrai que le pain, les jeux, le sport, l'excitation des masses doit nous obliger à reporter un débat qui porte sur la démocratie et l'exercice vertueux de notre responsabilité de citoyen. » Puis, la vieillesse arrivant, ce qui est peut-être le premier signe de sénilité, je me suis ramolli. Et voyant cela, je me dis que faut faire preuve de pragmatisme, mot que j'abhorre en général, dans les circonstances, sachant que les Québécois sont globalement, ils vont regarder ce match bien davantage que le débat, eh bien, je pense qu'il serait raisonnable de le reporter. Je m'en désole, je préférerais vivre dans un monde, dans une société qui fonctionne autrement, mais le fait est que ça me semble nécessaire pratiquement, d'autant que les Québécois ont été privés déjà du débat, le face-à-face TVA, à cause de la lâcheté caractérisée de Mark Carney. Mais là, si en plus, le moment du débat qui compte, ils sont occupés à regarder le nouveau russe, là, dont le nom m'échappe, là. Demidov. Même moi, je sais ça, comment, Mathieu, là. Ou Kulikov, comme on dit au temps de l'ancien compte, comme j'aime dire. Qu'importe, lui. Donc là, j'ai l'impression qu'il va passionner davantage que ce débat. Mais je pense que pragmatiquement, on doit reporter. Je le dis en m'en désolant, mais je pense que c'est ainsi aujourd'hui. Emmanuel? Quel cafouillage. Le précédent vient de ce que Gilles Duceppe avait demandé qu'on déplace le débat des chefs. Il faut raconter la petite histoire, c'est encore plus drôle. C'est qu'en 2011, contre toute attente, le Canadien s'était qualifié pour les séries et le premier match des séries tombait le soir du débat français. Mais tu sais, il s'est qualifié le samedi, là. Donc, puis pour les séries commençaient, puis tu sais jamais quelle date, ça dépend contre qui tu vas jouer, etc. Donc, au moment où on a décidé de la date du débat, on ne pouvait pas présumer qu'il y aurait une partie de hockey le soir de la date du débat. OK? Campagne de 2011, c'est l'année des cafouillages débats généralisés. Il y a deux débats en français, 3 débats en anglais. C'est la révolte de tout le monde qui veut organiser des débats et qui en a marre des débats ennuyants, engoncés et beige du consortium. Et là, le gouvernement Trudeau promet que nous allons ramener la démocratie. Et là, on met sur pied la commission des débats, qui est financée à coût de plus de 500 000 $ par année non électorale et à coût de millions de dollars en année électorale. Alors, tu sais, il y a du monde, là, dans la vie dont c'est la job de penser quand est-ce qu'on fait le débat, là. Ils sont payés pour ça, là. Ils ont toute l'année pour se préparer, là. Puis s'ils ont le moindrement de contact, là, la date du déclenchement des élections, là, ils s'en doutaient pas mal 2-3 semaines avant, là. Et ces gens-là, là, ils ont annoncé ça le 24 mars. Ben, je m'excuse, les amis, mais le 24 mars, tout le monde savait que c'était la dernière partie du Canadien. On le savait depuis que le calendrier de la Ligue nationale a été écrit. Puis le 24 mars, sais-tu quoi? Je suis allée voir dans les archives du Journal de Montréal, juste pour être sûr. Le 24 mars, de quoi on parle dans les archives des pages hockey du Journal de Montréal? Que le Canadien est dans la course aux séries pour la première fois depuis 1000 ans, puis tout le monde est excité. Alors, ces gens-là ont fait preuve d'incompétence. C'est déjà arrivé qu'on a eu le problème hockey-débat. C'est leur job de choisir la date, puis il n'y a personne dans la salle qui dit « Hey, on devrait-tu checker? Là, on s'est déjà fait pogner, calendrier de hockey, juste être sûr. » Parce que, ceci étant dit, ça tombe sur le Canadien, mais ça aurait pu tomber sur une autre équipe, parce que l'autre équipe qui ne devait pas faire les séries, c'est les sénateurs d'Ottawa. Puis ils jouent quand, les sénateurs d'Ottawa?
Il joue jeudi, ça va bien. Les sénateurs ont une route vers les séries un peu plus facile. Ils sont déjà qualifiés. C'est pas en jeu. Mais là, on a un débat, puis tout le monde s'excite sur le cas des Canadiens. Mais on aurait pu être dans une circonstance où tout le monde s'excitait sur le cas des sénateurs. Alors, c'est absolument affligeant d'incompétence. Puis là, on va se retrouver avec... Il n'y a aucune bonne solution. Parce que si tu déplaces ça à vendredi, ben là, c'est doublement ridicule parce que les gens ont commencé à aller voter par anticipation sans avoir vu le débat. Puis en plus, le vote par anticipation a lieu la fin de semaine de Pâques où les gens voyagent, se déplacent, etc. On peut présumer que le vendredi matin, ça va être occupé. Puis là, tu vas faire quoi? Genre, tu vas le déplacer? Tu vas le mettre plus tôt? Alors quoi? On va mettre le débat à 6 heures. Tu sais, quand tous les parents qui travaillent au Québec sont pognés dans le trafic, pognés dans les lunchs, pognés dans le bain, pognés dans le souper, puis de toute façon, la partie, elle commence à 7 heures. Écoute, autre incongruité, cher Mathieu, c'est que là, habituellement, quand tu vas en débat, tu as un cadre financier. Parce que c'est bien beau promettre ci, puis promettre ça, puis promettre ça. Il faut que tu montres comment tu vas payer tes promesses. Puis que tu es quelqu'un de réaliste, puis tu es quelqu'un qui n'est pas la tête dans les nuages. Là, on va se ramasser avec un débat où je pense qu'aucun parti va présenter son cadre financier, Mathieu. Ça va être des promesses comme ça, là. Le cadre financier, alors, tu as tout à fait raison, les gens devraient le présenter. Par ailleurs, avec les années, c'est devenu une forme de rituel obligé, mais c'est un rituel qui n'engage à rien. C'est une formule de Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Bon, dans les circonstances, le cadre financier, c'est pour donner l'impression qu'on est sérieux, mais rapidement, on comprend qu'un gouvernement arrive et n'a peu de choses à faire de ce cadre en question. Une fois que c'est dit, on est dans une élection très particulière où le divin Mark Carney, eh bien, on a eu à s'engager sur rien du tout, finalement. Il a mené une campagne à l'abri de la campagne. Il a mené une campagne à l'abri de ses adversaires. Il a mené une campagne avec une série de porteurs de miroirs autour de lui pour lui refléter le reflet de sa grandeur. Il se trouve que c'était pour l'essentiel la classe médiatique. Donc, là, c'est une élection qui se sera dégagée de A à Z de toutes les exigences élémentaires du débat public normal. Donc, on n'a pas parlé des enjeux qui traversent le Canada, le Québec. Il n'y a pas de cadre financier, même si on sait qu'on le respectera pas. Il n'y aura pas de débat en français, je le rappelle, le vrai débat en français, le débat TVA, on ne l'aura pas. Ça va être le débat du consortium qui tombe un mauvais jour, puis plus encore, on sait que ce sont des débats amidonnés, empesés, ennuyants, je veux dire, si beige, si canadien en quelque sorte. Eh ben, là, on a la totale devant nous, et c'est une élection qui va donner un résultat, probablement, si la tendance se maintient, un Mark Carney au pouvoir pour 4 ans, et puis là, on va se demander, dans quelques semaines, c'est doublement qu'est-ce qui s'est passé? Je dis pas que c'est pas grave. Là, je pense que c'est catastrophique. Ensuite, je dis, je vois ça avec une forme de désenchantement. C'est une élection qui vient légitimer une forme de coup de force antidémocratique au sein du Parti libéral, où on a remplacé l'enfant roi par le prince venu de Londres, et au final, on est devant une espèce d'élection caricaturale qui va donner des résultats très réels, mais sur lesquels les électeurs regardent sans trop savoir comment s'en mêler. Alors, Emmanuel, un débat sans cadre financier. Moi, ça m'hallucine, je vais t'avouer, là, parce que, tu sais, tous les candidats au poste de premier ministre en particulier, disent que c'est une élection historique, que l'avenir du Canada est en jeu, que le Canada est à la croisée des chemins, que les choix sont graves. Et une partie de ces choix-là implique d'assainir les finances publiques pour financer des grands chantiers. OK? Il y a différentes approches pour le faire. Monsieur Poilievre, lui, dit que c'est le dollar pour le dollar qu'il dit. Alors, je dépense 1 pièce, je coupe 1 pièce. Super, mon mec. Tu la coupes où, ta pièce? Puis combien tu vas dépenser pour savoir combien tu vas couper? Tu sais, je veux dire, c'est de base, là. Aucune idée. Mark Carney, lui, à l'inverse, nous dit qu'il ne va couper dans aucun transfert aux citoyens, dans aucun programme social, mais qu'il va quand même équilibrer les dépenses courantes du gouvernement. OK? Tu vas couper où? Ben oui. Aucune idée. Et lui dit, moi, je vais équilibrer le budget, mais en sortant du budget, tout ce qui est l'investissement en capital, les infrastructures, les grands projets, etc.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à quelle hauteur? Tu sais, si tu proposes une nouvelle façon révolutionnaire d'écrire le budget fédéral, ben, il me semble que la moindre des choses, c'est de se donner le temps de l'expliquer aux électeurs. Et là, ce que M. Carney nous dit, c'est de ne pas nous en faire. La plateforme va être totalement complète et elle sera déposée avant la fin du vote par anticipation. Ben, les gens votent vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ouais, mais donc, si je peux me quelque part, à un moment donné, on va daigner vous dire si c'est sérieux ou pas ce qu'on présente. Ouais, mais c'est là-dessus qu'il y a une forme de... Quoi qu'on en dise, il y a eu une paresse ou une forme de fascination morbide de la classe médiatique en général, pas de chaque journaliste en particulier, pour Carney, qui pour moi n'est pas le candidat seulement du Parti libéral, c'est le candidat de la technostructure canadienne dont le Parti libéral est l'expression partisane. Et Carney, dans les circonstances, a eu droit à une free ride depuis le début. Les électeurs, quoi qu'on en dise, on peut être sévère. Moi, je sais qu'on ne doit pas être sévère envers la population en général, mais sur le coup, je vais être quand même assez sévère envers une population qui accueille Carney à la manière d'une forme de figure rédemptrice providentielle, sans même se questionner. En gros, c'est dit, c'est pas une élection de Carney, Poilievre et Blanchette, c'est une élection entre Carney et Trump, et Carney, ce sera le bouclier qui nous permettra de tenir contre Trump. Et les électeurs ont choisi sur cette... Et j'ajoute que les libéraux ont entretenu la rumeur de l'annexion parce que ça les servait, puisqu'ils nous défendaient contre l'annexion, il n'y avait pas à être sérieux dans leur plateforme, il n'y avait pas à défendre leur bilan. Bon, ben on a eu droit à la totale. Et j'ai l'impression qu'on est dans un moment, c'est une élection qui est formellement démocratique, mais qui est vidée de tout substrat démocratique réel, qui ne sera pas, je le redis, sans conséquences politiques majeures pour les 4 prochaines années. Et si j'étais Pierre Poilievre dans les circonstances, j'y consacre ma chronique de demain, je me dirais qu'au moins le débat qui viendra chez les Anglais pour l'essentiel, parce qu'au Québec ça se joue autrement, on a d'un côté le technocrate mondialiste de Davos incarné. Puis de l'autre, on a un homme politique qui, quoi qu'on en dise, c'est ce qu'est la politique, ce qui est plutôt une bonne chose quand on fait de la politique. Je pense que M. Poilievre doit se représenter ce débat-là sur le mode. Là, ce sera l'occasion de renverser la tendance en dévoilant le technocrate pour ce qu'il est et n'étant plus protégé pour quelques heures par sa garde prétorienne médiatique, il sera possible, je l'espère, de le fragiliser. Mais Emmanuel, surtout ça va être... que l'un et l'autre nous doivent de nous expliquer oui. où ils s'en vont au-delà de, pas de leur slogan, mais de leur communiqué de presse et de leur discours officiel. Mais on pense qu'on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas faire des choix éclairés quand les partis politiques ne daignent même pas leur donner les outils pour faire un choix éclairé. Parce qu'ils nous demandent et là, la réalité, c'est que des gens vont aller voter sans l'avoir, puis un débat des chefs sans l'avoir, ce qui veut dire que non seulement on va avoir un débat des chefs entre le hockey puis le macaroni puis le bain, mais on va avoir un débat des chefs au pays des licornes, entre le hockey, le macaroni puis le bain. Alors, voilà. Mais là, ce qu'ils nous demandent, les chefs, c'est de croyez-nous sur parole. Ça va fonctionner. On a un plan, croyez-nous. Mais les politiciens font toujours ça, oui. Si je peux me permettre. Moi, avec les années quand même, notre capacité à nous enchanter pour la parole des politiques peut diminuer. Donc, ils nous demandent tous de les croire sur parole, puis, en dernière essence, on sait tous qu'ils vont plus ou moins la tenir. Ce qu'on peut leur demander, c'est au moins de clarifier leur vision des choses. On peut évoluer en politique, on peut avoir pensé une chose puis en penser une autre avec les années. Mais au moins, on veut savoir ce qu'ils pensent vraiment. Poilievre, on en pense ce qu'on veut, on sait ce qu'il pense vraiment. Jack Meeting, on en pense ce qu'on veut, on sait ce qu'il pense vraiment. Monsieur Carney pensait tout le contraire de ce qu'il dit en ce moment. Il y a 4 ans. Oui, Blanchette, évidemment, Blanchette, c'est un indépendantiste, on sait ce qu'il pense, puis on peut apprécier ou non, mais on sait ce qu'il pense. Carney, tout ce qu'il dit en ce moment, il écrivait le contraire il y a 4 ans. C'était un programme contraire dans son livre Values. Donc là, il ne s'est jamais justifié sur ses revirements. Il y a les meneuses de claques, les cheerleaders médiatiques, souvent affiliés au Parti libéral, qui sont là en disant « il est formidable, il est beau, dans le fond, il a raison ». Puis, à travers cela, on ne passe pas l'exercice démocratique élémentaire, mais ce que je sais, c'est que je voudrais, à l'arrière, il me dirait, ton cadre financier, j'y crois pas. Mais je sais dans quelle direction que tu vas. Et puisque M. Carney prend une direction A, puis le lendemain, il prend la direction non A, je dis, je sais pas où tu vas, sinon que tu veux t'installer sur le trône du pouvoir. Et ça m'embête un peu. Écoute, Emmanuel, je vais piquer l'expression que ma blonde a écrite dans sa chronique qui va paraître demain. Elle dit, de toute façon, le débat, ça va être des gens qui vont patiner. Donc, ça va être comme un match de hockey.
Ouais, peut-être, mais c'est ça, c'est l'art de patiner, un débat. Puis je m'excuse, mais moi, je trouve que ce qu'il y a d'important dans un débat, c'est que c'est un moment qui est sans filet, où les chefs sont obligés de réfléchir sans filet, je me... Okay. Mais c'est un moment sans filet où ils sont obligés de réfléchir rapidement. C'est pas seulement un exercice de montrer que tu as de la répartie, c'est un exercice de montrer que d'un, tu comprends ton programme, que tu en comprends, que tu es capable de répondre à ces lacunes, que tu es capable de défendre ton bilan, que tu as quelque chose dans le ventre autre que l'ambition d'être premier ministre. Puis c'est un exercice essentiel qui veut pas, par moment a donné 0 résultat, mais qui par moment a aussi inversé les tendances de campagne électorale. Et c'est d'autant plus tragique qu'ils se ramassent coincés dans un imbroglio d'horaire parce que les gens qui ont décidé de le céduler n'ont pas fait leur devoir. Emmanuel, si tu permets, on a déjà parlé, toi et moi, en ondes, de ces immigrants haïtiens là, qui se sont pointés à notre frontière et de la phrase de M. Roberge là, qui dit « On ne peut pas accepter toute la misère du monde ». Je veux entendre Mathieu là-dessus parce que, Mathieu, tu veux revenir sur un texte assez croquignol et croustillant qui a été écrit par une chroniqueuse à Nouveau, Carole-Anne Souffrant. Alors, je vais me contenter de la citer parce que c'est probablement le texte haineux anti-Québec ou raciste anti-Québec le plus fort que j'ai vu dans ma vie. Le texte commence ainsi: « J'ai vu le jour sur une terre autochtone non cédée qui fait tout pour que je déteste chaque parcelle de mon être. » Donc le Québec n'existe pas, c'est une terre autochtone non cédée et par ailleurs, c'est une terre fondamentalement raciste qui la pousse à se détester elle-même. Ensuite, je cite un autre extrait du texte qui est absolument exceptionnel. Elle nous parle de l'apport des Haïtiens dans l'histoire du Québec, puis effectivement, dans les années 60, il y a un peu d'immigration haïtienne. Elle nous dit, « À vrai dire, sans cet exode des cerveaux, ceux qui ont fui du Valier, au cours des années 60, le Québec ne serait pas grand-chose. » Donc le Québec, c'est rien sans l'apport haïtien dans les années 60. Cette richesse dont le peuple haïtien a été dépossédé a été le socle de notre compréhension contemporaine de l'universalité des droits de la personne. Donc, sans l'apport de l'immigration haïtienne, les Québécois ne comprendraient rien aux droits de la personne. Haïti a été une inspiration pour tous les vaincus, les opprimés et les autres damnés de la terre. Son histoire a forgé le Québec dans son identité. Alors, moi, j'ai tout le respect du monde pour Haïti, pour les Haïtiens, mais est-ce qu'on aurait la politesse de ne pas nous faire croire que sans Haïti, le Québec ne serait rien du tout? Or là, ce que nous dit cette dame dans son texte, sur le site de Nouveau, elle nous explique que les Québécois laissés par eux-mêmes, c'est une collection de ratés, racistes, qui occupent un territoire qui est pas le leur. Mais heureusement, grâce à l'immigration au Québec des exilés du régime du Valier, on est un peu quelque chose. Et d'ailleurs, elle termine le texte, permets-moi de le citer. Le peuple haïtien et sa diaspora ne doivent rien à la société québécoise. Plutôt, c'est le Québec et le monde entier qui devraient nous dire merci. Le peuple haïtien et sa diaspora ne doivent rien à la société québécoise. Plutôt, c'est le Québec et le monde entier qui devraient nous dire merci. Il y a quand même des limites à cracher au visage du Québec. C'est un texte raciste. C'est un texte anti-québécois. C'est un texte haineux. Mais vu que ça crache sur les Québécois, eh ben, on présentera pas ça comme tel, puis on peut le publier librement dans un journal. Moi, je veux rien interdire, hein, ils peuvent le publier s'ils veulent, mais qu'ils assument de publier des textes racistes. Mais être raciste contre le Québec, c'est pas grave, ça passe. Je devine même que c'est une marque d'humanisme. Merci, Nouveau. Et Caroline Souffrant s'appelle. Et Emmanuel, c'est vrai que, tu sais, je comprends là, qu'elle n'a pas aimé les propos de M. Roberge, mais de dire sans l'afflux des intellectuels haïtiens, Québec ne serait pas grand-chose. Attends une minute, là. En tout respect pour l'indignation sentie de Mathieu, des fois, il y a des propos qui sont tellement ridicules qu'ils ne méritent pas non plus qu'on s'y attarde. Non, je suis pas d'accord. Parce que si quelqu'un disait ça contre un autre groupe que les Québécois, contre contre les Haïtiens, contre, je sais pas, les Malgaches, contre les Péruviens, contre les Chiliens, eh ben ça, on en parlerait, puis la radio-télévision fédérale en parlerait sans arrêt, puis à la matinale de Radio-Canada demain matin, on en parlerait, et puis Marie-Louise Arsenault en parlerait, puis il oublierait pas d'en parler, puis de s'indigner, puis nous vomir dessus à même les fonds publics. Mais là, on traite ça comme si c'est pas grave. Je m'excuse, mais si le racisme doit être dénoncé, d'un côté, il doit l'être de l'autre aussi. Et quand on est devant une manifestation aussi ouverte de haine contre le Québec, qu'il nous soit au moins permis de le dire, et c'est pas un détail. C'est une dame qui décide de publier ça, c'est un journal une chaîne, c'est Nouveau qui décide de le publier, de légitimer sa publication. C'est ensuite des gens qui nous disent, en tout respect, cher Emmanuel, que c'est pas assez grave pour qu'on s'en occupe. Mais moi, des discours comme ça, j'en entends régulièrement. Donc, au moins, pourrait-on leur dire, il y aura quand même pas de
il y aura pas de passe gratuite. Vous permettez de dire ça très bien. Vous nous permettrez néanmoins de vous répondre que le Québec existe. Le Québec a accueilli dans les années 60 des exilés du régime Duvalier. Ces gens-là se sont installés au Québec et ont profité de la société québécoise, heureusement, qui a par ailleurs profité de leur talent, je n'en doute pas, mais nous laisser croire. Puis par ailleurs, la Révolution tranquille aurait eu lieu sans ça. La Charte des droits de la personne aurait eu lieu sans ça. La modernisation du Québec aurait eu lieu sans ça. Faut quand même arrêter de nous prendre pour des zigotos et de nous insulter comme ça de manière aussi ouvertement. C'est du racisme anti-québécois, mais apparemment, ce racisme n'existe pas. Les probablement quelques sociologues universitaires de gauche, mais qui se prennent pour science, nous l'ont dit. Une chance qu'on a eu Dany Laferrière, sinon, mon Dieu, on serait dans la merde au Québec. Parce que sinon, on se serait pas fait traiter de consanguin à la télévision française. Heureusement que Dany Laferrière nous a traité de consanguin à la télévision française, sinon on aurait oublié de nous insulter aussi. Merci, Dany. Merci à vous deux. Bonne soirée. Salut. Au revoir.